Donc ça, je suis en train de préparer en fait pour faire des paquets de 250 grammes. Donc, je faisais 3 conditionnements avant, 100, 250 et 500. Mais maintenant, je ne fais plus que les 100 et 250 vu que j'ai retrouvé ces machines-là. C'est quand même plus facile de se moderniser quelque peu. Mais ça aussi, souvent, je demande à mes enfants d'en faire le soir. Donc, vous voyez, j'ai des caisses comme ça. Ça, il ne faut peut-être pas le dire parce que c'est l'esclavagisme, mais enfin bon. C'est comme ça ici, dans les Ardennes profondes. Ouais, mais c'est très jamais diffusé que sur les 3 chaînes de la TV. Il n'ira pas plus loin. Donc, vous voyez, c'est... Faire en sorte que la machine aille plus vite. Mais tout seul, Combien ça avant des 250, j'en faisais, j'arrivais à en faire 30, 40 à l'heure, à 2. Et là, je sais en faire 140, 150 tout seul. Mais bon, il faut. Monsieur, Et alors, dites ce que vous voulez. Hein. c'est simplement pour voir quand le tabac arrive, enfin je veux dire que le tabac, vous commencez par où? Je le stocke 1 an, donc il vieillit encore 1 an ici. Et puis après, je le découpe toutes les 3 semaines, je le fabrique. Donc il faut le mouiller, le découper, le torréfier, le refroidir. Et puis après le laisser encore reposer 2-3 jours, et puis l'empacter. Donc ça c'est que ces machines qui sont là. Ça c'est avec toutes les machines qui sont là. Parce qu'il y a encore des machines. Donc ça c'est aussi des machines qui datent de 1930. Donc cette machine-ci c'est un hachoir qui a été toujours créé par le fameux Pierret, donc pas celui qui a amené le tabac ici dans la Vallée-de-la-Somme, mais René Pierret qui a fabriqué et qui a inventé toutes ces machines, toutes ces empacteuses. D'ailleurs il y en a encore une plus petite de machine dans le fond du musée, il y a une machine à 50 grammes. C'est toujours le même principe d'empactage. Et ce qu'ici ça c'est le hachoir. Donc la première étape dans la fabrication du tabac c'est mouiller le tabac. Donc là j'ai une grande citerne où je mouille le tabac. Ensuite, je laisse, donc ça dure, Ce sont des feuilles qui arrivent à ce moment-là. c'est en botte, donc c'est comme vous avez vu chez André, c'est les bottes que je trempe dans une citerne, je retourne plusieurs fois, je mets les kilos en demi-seau, et puis je laisse reposer sur une plateforme. Là, l'eau va s'écouler pendant une journée et une nuit complète, enfin je retourne plusieurs fois pour que l'humidité soit constante dans la botte. Ensuite, je viens ici. Je mets toutes mes bottes ici, je défais toutes les bottes, je mets les 3 catégories de tabac, je les mélange. Et puis alors je découpe. Donc là j'ai différents engrenages qui me permettent de faire 3 sortes de coupes. Coupe fine, coupe moyenne et grosse coupe. Et puis bon, là je découpe le tabac, quoi. Ça j'en ai pour une matinée pour découper. Un truc qui me tourne le pire, moi, c'est que le tabac on le fait sécher, puis vous le remouillez. Ah bah il faut.
C'est toujours comme tout le monde, vous n'êtes pas le seul. Ouais, parce que bon, non, mais... on vient de parler avec André justement. Ouais, Faire attention pour le séchage. Regardez, si ceci, je le découpe, bah, ça va donner de la poussière. La poussière, donc il faut donc, le restructurer en il faut toujours que le tabac sera humide. Donc ça c'est primordial, autrement c'est vraiment de la poussière. Hein. D'ailleurs si vous prenez une manoc comme ça, vous la secouez un peu, ça fout le camp. Ça fout le camp. Donc il faut absolument l'humidifier. Après je le découpe. Donc, et puis alors le lendemain, bon je fais jamais le même jour parce que là c'est quand même... C'est vraiment délicat pour avoir une belle découpe, il faut vraiment que le tabac soit bien découpé, que le couteau soit bien aiguisé. Et puis alors là, après je laisse reposer. Et puis alors le lendemain, je torréfie au feu de bois. Donc je fais un feu de bois dans les deux bouches là. Je mets l'équivalent de 10 à 12 kg, enfin c'est même 15 kg de tabac ici à l'intérieur. Et puis ça tourne. C'est le principe du torréfacteur. Donc, c'est le même principe, oui. Un principe pour le café. Bon là j'ai deux sorties, ça c'est pour le bois, et ça c'est pour une aération encore du tabac qui est à l'intérieur ici. Hein. Ouais, c'est comme ça. Non, c'est bizarre. Il n'est pas un outillage pour rien. Et alors là, je n'ai pas de thermomètre, rien du tout. Simplement, je rentre mon bras à l'intérieur et je sens le moment où le tabac est bon. C'est parfois à l'odeur. Le doigté, quoi. C'est au doigté, je prends vraiment mon bras et... Bon, généralement, il faut au moins, minimum, c'est 20-25 minutes. La première torréfaction, elle dure longtemps. Hein. C'est au moins 1h30. Et puis après, c'est toutes les 25-30 minutes, ça dépend du feu, parce que parfois j'oublie de refaire du feu, donc je le laisse tomber, ou alors si je mets trop de bois et que ça chauffe trop fort, c'est très mauvais, c'est encore pire. Et pourquoi le chauffer, enfin je veux dire, qu'est-ce que ça fait? Pour le sécher. Il faut le sécher, hein, puisqu'il est trempé, donc il faut absolument pouvoir le sécher, parce que il n'y a aucun produit chimique, il n'y a pas de conservateur dedans, si je le laisse humide, allez, même ne fût-ce qu'une journée, hein, si je le laisse humide comme ça dans une boîte, il moisit directement. Et je vous assure que c'est infâme, ça sent vraiment l'urine. C'est quelque chose de fragile, quoi. Très. Il faut en prendre soin tout le temps. Puis alors je le prends, mais vu que là, il sort chaud et humide, à ce moment-là, il faut encore le refroidir. Donc là, je le passe ici, sur une ventilation, mais qui tourne à l'envers. Donc c'est pas une soufflerie, ça va aspirer, donc le tabac est mis ici, comme ça, autrement imaginez, si ça s'ouvre, il y aura du tabac partout. Donc là, ça va aspirer toute l'humidité. Et puis alors, là, ça peut rester 10 minutes, un quart d'heure, là, il n'y a plus de processus de chauffe, ni vraiment refroidissement extrême, c'est vraiment pour enlever le restant d'humidité et de chaleur. Et puis après, là, je prends le tabac, je vais le stocker dans des grands bacs en bois, là, il peut rester 2-3 jours, je remue au moins... Il faut le ventiler à chaque fois. Tout le temps. Là, je viens de retrouver un petit peu d'humidité, directement, il faut... C'est pas une angoisse, mais c'est vraiment primordial qu'ils soient toujours bien aérés, parce que s'ils stockent humide dans un endroit, c'est fini quoi. Jusqu'à rien ici. Et puis alors après, il y a tout l'empaquetage. Les mélanges que vous avez dit au début, c'est vous-même qui faites un mélange, je veux dire, vous m'avez dit... Là, c'est les mélanges de catégories, donc il y a 3 catégories, première, deuxième, troisième, donc j'essaie toujours de mélanger pour ne pas faire tout du tabac, une seule catégorie. Les catégories, c'est quoi exactement? Vous n'avez pas vu la qualité de feuille. La qualité de feuille. Simplement, oui, il avait parlé de ça, mais je voulais savoir si c'était l'odeur. Ah non, c'est les 3 catégories de feuilles que vous avez, quoi. Et moi, ce que je fais, je prends aussi un autre tabac que je mélange avec le semois, parce que Albert Cognassel m'a toujours dit que donc c'est celui qui on a repris la fabrique il y a 25 ans, qui m'a dit le semois il brûle difficilement, ajoute un tabac et je prends toujours ce tabac-là. Donc il y a toujours ce petit mélange. De toute façon, un tabac n'a pas toutes les qualités requises. D'ailleurs, tout ce qui est tabac, comme Aja ou Belga, enfin tout, c'est tout des mélanges, c'est tout des mixtes. Il n'y a pas un seul tabac qui a toutes les qualités. Quoi. Donc bon. Il faut apporter plusieurs arômes, plusieurs... Non, c'est pas pur ici, donc vous faites avec un autre... Moi j'ajoute 15%. C'est un tabac qui vient d'où celui-là? Ah, ça c'est mon secret. Non, mais je veux dire, est-ce que ça vient de... Non, ça vient pas d'ici. Ici sur la vallée de la Somme, on ne peut pas planter autre chose que du saumon. On peut planter du saumon autre part. Mais du fait qu'il ne se brûle pas bien, on va le dire ainsi, qu'il ne se consume pas bien, il faut y apporter... Voilà. C'est une petite recette que moi j'ai repris un tabac qui va l'aider. 25 ans. C'est un super tabac, c'est magnifique comme tabac, mais qui brûle vraiment très très bien.
Donc je fais en fait mes lits de 1 lit de semoir, je me fais une feuille au-dessus, puis je remets un autre lit de semoir, puis voilà, ça avance. Oui, c'est le principe de la guillotine. Hein. Ah oui. C'est chouette, c'est bien. Puisque je fabrique aussi à partir du semoir, je fabrique des bouchons. Ah oui, ça y est. Ah, des bouchons pour les pipes alors. Ouais. Et ça c'est unique au monde, je suis le seul fou à faire ça. Oui, c'est ça. Mais ça c'est 90% du travail se fait. Si vous voulez éteindre la radio, je l'éteins. Oui, je veux bien. Qui reprise. Donc ça c'est aussi un assemblage de différentes feuilles de tabac. Et ce sont des tabacs étrangers, les enveloppes. Hein, mais à l'intérieur, c'est de la coupe moyenne que je mets. Donc c'est d'abord une première feuille de tabac avec une autre feuille dedans. Je bourre du tabac coupe moyenne à l'intérieur. J'ai une découpe encore. J'ai du tabac qui est, par exemple, pour le moment, qui a été humidifié et qui est en congélateur. Donc j'ai une bobine avec des feuilles de tabac en congélateur. Quand je vais fabriquer les bouchons, j'en enlève 300-400 feuilles. Et puis alors, je fabrique, j'en ai pour 5-6 heures à fabriquer, quoi. Ouais. Là, j'en fais 30-35 à l'heure, quoi. Avec un Orval 40, mais sans Orval, ça n'avance pas. Un Orval? Non. Pardon? Orval. Je veux dire, ce sont des feuilles que ce sont pas... Non, l'Orval dit bien ce que ça veut dire. C'est ce qui m'accompagne pour les faire. Ça dit bien ce que ça veut dire, écoute, elle a compris. Non, mais je veux dire, ce sont les feuilles, ce ne sont pas, c'est pas le tabac qui est déjà en poudre que vous mettez dedans. C'est ça que je me demande. À l'intérieur, ce que je mets, c'est ce tabac-ci. Donc c'est du tabac qui a déjà été découpé, mais c'est pas une grosse coupe, je prends une coupe moyenne. Donc il y a les 3 catégories de tabac. Non, les 3, oui. Il ne faut pas confondre entre les 3 catégories de tabac et les 3 sortes de tabac. Mais oui, c'est ça. Moi je fabrique toujours le même tabac, mais coupé différemment. Donc j'ai fait une coupe fine, une coupe moyenne et une grosse coupe. Tous les paquets rouges c'est la coupe fine, les paquets bruns c'est la coupe moyenne et les paquets verts c'est la grosse coupe. Mais c'est toujours le même tabac. Mais par exemple pour fabriquer les bouchons, je prends ce tabac-ci. Parce que c'est la moyenne parce qu'il se travaille très très bien. D'ailleurs quand je fabrique, là c'est une petite machine, quand je fabrique, il faut que le tabac soit encore bien humide. Donc bien souvent, hop, je réhumidifie un petit coup le tabac pour pouvoir le travailler facilement. Et puis alors bon, j'ai mes feuilles de tabac, puis j'enroule autour d'une autre feuille, puis je passe dans la petite machine là. La machine ne sert à rien en fait, à 8 à 10 secondes, mais c'est absolument utile quand même parce que tout ceci tourne très rapidement. Je mets le bouchon ici à l'intérieur, je le ferme, et alors ceci tourne et va donner la forme conique. Quoi. Ce qu'il faut déjà faire avant, hein. Il faut déjà lui donner la forme conique. Oui, il faut l'aider quoi. Bon, ouais. Je fais la grosse coupe. Non. C'était pas la grosse. Voilà, donc... Et ça, le bouchon, il se fume dans la pipe. Oui, en fait, le bouchon... Et en fait, donc, il faut toujours l'humidifier légèrement. Comme un cigare. Ouais. On le passe en bouche. Ouais, mais il y a une raison... Pour le cigare, c'est autre chose. Mais pour la pipe, c'est pour en fait que les parois du bouchon viennent se mettre contre la paroi de la pipe et empêchent l'air de passer. Autrement, vous allez vous tirer, ça ne va pas. On fait une petite incision en creux, bien allumée dessus, et on fume ça comme ça. Et c'est vraiment très très doux, quoi, parce que c'est tout le feu du tabac en dehors de la pipe, donc la fume arrive très fraîche ici, c'est vraiment très très doux. Donc ça fait moins comme on faisait d'habitude avant quand on fume le semoir, pardon. On est vraiment... Non mais c'est pas beaucoup, hein. J'en vends pas tous les jours. Ouais. Mais bon, il y a des amateurs, là j'en ai envoyé en Roumanie. Hein, ouais, et là, bon, c'est plus un tabac à pipe et à cigarette, quoi. Hein. C'est sûr que le bouchon, c'est un petit... Parce que bon, pour les fumeurs de pipe aussi, c'est un peu cher. Non, c'est pas cher, mais ça dure quand même 2 heures, 2 heures et demie, donc c'est... Toi. Ouais. On a eu le club de Liège, tiens, le club de Liège qui est venu la semaine dernière, ou non, il y a 15 jours. Le Perron, vous connaissez? Le Perron, oui, qui se réunit, oui, je vois qui c'est avec Marcel Slinguel et compagnie. Avec Francis. Vous avez donné l'idée de faire ça? Mais, quand on a repris la fabrique de tabac il y a 20 ans, enfin plus que 20 ans même, on n'y connaissait rien du tout. On était vraiment ignorants dans ce métier-là. Vous n'êtes pas issu d'un milieu Non, pas du tout. Rien du tout, rien.
C'est pour ça qu'au début, c'est une idée qui me traversait l'esprit comme ça. Je me dis, tiens, pourquoi pas reprendre une fabrique de tabac? Parce que bon, je travaillais autre part et j'avais envie de me lancer indépendant. Et puis alors, on était chez un fabricant de tabac. Il a 40-78 ans à cette époque-là. Puis je lui dis, tiens Albert, si un jour tu veux arrêter la fabrique de tabac, on serait peut-être intéressé par apprendre. Puis on regardait, il a pris sa femme, ils sont partis tous les deux dans la cuisine. 5 minutes après, ils sont revenus. Ben écoutez, ça nous fait très plaisir, surtout à vous. Et puis, eh ben voilà, on vous remet nos affaires. En sortant dans la cuisine, on est complètement taré, on n'y connaît rien du tout. Mais rien, de rien. Hein. Alors j'ai travaillé pendant quelques mois avec lui. Et puis alors il m'avait dit, bah, écoute, je veux bien que tu continues dans l'atelier, mais on vous le prête 6 mois. Mais dans 6 mois, vous devez partir absolument. Je dis, d'accord, ouais. Ouais. En fait, on est resté 7 ans chez eux. Oula. Et on a passé des années extraordinaires. Vraiment, c'était vraiment... Donc ça a commencé comme ça. J'avais une ampoule, hein. J'avais une ampoule pour travailler. Hein. Un jour, j'ai branché une radio parce qu'il y avait un socket avec une prise. Oh là là, pas 5 minutes après, ils arrivaient, Marie, oh mais qu'est-ce que tu te rends pas compte, l'électricité, ça coûte cher. Je dis, écoute Marie, augmente-moi le loyer. Mais moi, j'en ai marre de ne rien entendre ici, je suis tout seul, j'entends les poules à côté. Ah ouais, mais... Ouais, et puis il est redescendu, puis bon, après ça a été, quoi. Mais bon, quand je torréfiais mon tabac, j'avais... Non, eux, ils n'ont pas... Ah oui, donc pour les bouchons, en fait. Et puis, petit à petit... pendant 3 ans, on n'a pas ouvert de magasin. J'avais été me présenter chez les autres fabricants de tabac, un accueil absolument charmant. Et petit à petit, il y a des gens qui nous demandaient des bouchons. On a ouvert le magasin, puis il y a des gens qui disaient, ah, vous avez des bouchons? Puis je ne savais même pas ce que c'était que des bouchons. Ouais. Et puis j'ai commencé à rechercher petit à petit, à me renseigner, regarder dans les bouquins, chercher sur des bouquins. J'ai retrouvé une fois une boîte de bouchons. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils font ça? Et puis un jour, on a été visiter une usine de tabac, une très 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 grosse usine. Et puis en revenant de la visite, le gars venait de vendre son usine. Et puis en revenant dans la voiture, je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien fabriquer des bouchons, parce qu'on m'en demande souvent, mais je n'ai pas la machine. Et puis, ah, mais j'ai la machine, moi je te la donne. Hein. De toute façon, on n'est pas obligé d'enregistrer le restant. Et puis bon, bah, c'est tout, il ne me l'a plus donné. Enfin, parce que 2-3 jours après, j'ai eu le téléphone, je dis, j'aimerais bien aller chercher. Ah oui, mais ça vaut cher quand même. Et c'était cette machine-là, il n'y avait plus de moteur, il n'y avait plus de sang, il y avait de la rouille partout. Enfin bon, c'est pour ça qu'ils sont riches. Hein. Et puis, c'est tout. J'ai ramené la machine. Et puis, on a commencé avec un copain à essayer de fabriquer ces bouchons, mais on ne savait absolument pas comment faire. Et encore une fois, grâce à l'Orval et à la poire cognac, le soir, on s'amusait, on faisait des essais de ci, de là. Et puis, un jour, en fait, 90% du travail se fait à la main, quoi. Ouais. La machine, elle serait simplement à resserrer pour lui donner la forme conique. Mais donc, c'est oui, vraiment... parce que vous donnez déjà la forme conique au départ, vous-même. Hein. Oui, mais légèrement. Il faut vraiment bien malaxer, replier, puis bien enserrer autour d'une feuille. C'est un boulot de fou. Hein. Bon, un boulot de fou, mais c'est agréable. C'est agréable parce que les gens en retour aussi, il y a des gens qui ne fument plus que ça d'ailleurs. Hein. Ah oui. Voilà. Là, vous n'avez pas les mains noires et tout ça comme quand on travaille avec non. Il n'y a plus de goudron dedans, enfin il n'y a plus de goudron. Les machines, il faut les nettoyer toutes les heures. Il faut donner un petit cours, nettoyer les rondins. Là. On ferme, autrement non. Ils sont noirs, mais bon, c'est pas grave. C'est pas comme quand ils vont jitourner ou des choses comme ça. Ah oui, voilà. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, et puis donc, après la fabrication, toutes les empaqueteuses ici qui doivent tourner, quoi, parce qu'avec la petite machine que j'avais avant, je faisais 100 paquets à l'heure, les petits paquets de 100 grammes. Puis là, ça va quand même beaucoup plus vite. Quand même. Ça fait 200-250 paquets à l'heure. C'est quand même plus facile, et puis... Je vais pas dire, oui, c'est plus rentable parce que c'est quand même un boulot de fou. Automatiquement, c'est ça. Parce qu'il faut, bon, ça fait les paquets, mais je vous dis, il faut qu'on mette toutes les bandes à film. Là, j'ai mis des bandes à film sur tous les paquets ce matin. Ça reste du boulot manuel, quoi. Sauf que je vous dis, ça va faire fonctionner. La petite là, parce qu'elle est belle. Elle est vraiment super, cette petite machine-là. Et je vous dis, encore une fois, j'étais vraiment heureux de la retrouver parce qu'elle a été créée ici à Corbillon, quoi. Bah oui, c'est pour cette raison. Ça, c'est vraiment bien. Et le fils de celui qui l'a conçu est venu voir ici. Il l'a réparé d'ailleurs parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et oui, puis... oui, je vais lui demander. C'est cher de se retrouver les outils par les
c'est une balance aussi qu'il faudrait. Mais elle est dangereuse. Hein. Ben oui. Je vous dis ici, il n'y a personne qui peut venir à ma place. Non, j'en avais, Parce que... Mais même pour moi, parfois je vois en dessous droite, je fais ça, puis je suis fou. Mais je vais mettre quand même en arrêt. Parce que je suis quand même un peu dans l'ouvrage. Je dis que je le ferai, je le ferai jamais de ma vie. Là aussi, il faut naturellement plier les papiers. Vous arrivez à une aventure, ça me terrible. L'emballe? Non, pas après ça. Ouais. Il est en train de faire un livre sur 2-3 bouillons. C'est tout le temps chez le même planteur? Oui, bah oui, oui. C'est un planteur de distributeur. Bon, en vrai. Parce que quand on a été voir M. Robinet, il avait l'air de dire que bientôt il n'y aura plus. C'est un problème. C'est vrai que on espère quand même qu'il va encore rester quelques années. Mais... Alors qu'on sait qu'il faudra toujours du tabac. Alors ils ont enlevé une petite prime qu'il y avait au planteur, mais c'est quand même pas une prime exorbitante. Au lieu de garder ce savoir-faire là, alors regardez tous les Grecs qui plantaient du tabac, ils vont tous arrêter. Ben oui, les premières années, ils ont gardé leur prime en restant un peu longtemps, hein. Et puis maintenant, ben, ils n'ont plus encore. Et on se demande pourquoi aussi, je ne sais pas. Et vous les vendez où? À Tavala, dans les grands magasins? Non, non, c'est au particulier. Si j'ai quelques magasins, Spécialisé, dans des magasins spécialisés, notamment chez Carlo c'est fort. Généralement, tous les tabacs, ils sont mouillés simplement à la vapeur d'eau. Mais moi, ici, c'est trempé dans le... Et puis, alors là, il s'écoute quand même, parce que l'eau est vraiment brune et ça dégage. C'est pour ça qu'on mettait autrefois une carotte ou je ne sais quoi dans sa bague à tabac. Ça c'est plus pour garder l'humidité dans le tabac. C'est vrai que c'est pas mal aussi, mais moi je conseille pas ça. Il existe maintenant des petits humidificateurs, c'est des petits pastilles rondes comme ça, qu'on peut mettre dans la blague à tabac, et ça c'est bien quoi. Et le goût est différent selon c'est des... Pas le goût c'est exactement le même, mais simplement la force. Le pouvoir de chauffe. Par exemple, si vous fumez la pipe avec de la coupe fine, ben, la pipe elle va chauffer très très fort. Parce que le tabac est concentré, il est vraiment serré. Une coupe moyenne, ça va déjà chauffer un peu moins, c'est plus aéré. Bon, la grosse coupe là, c'est ce que je vends le plus. Hein. C'est la grosse coupe. Ouais. Mais le goût n'est pas plus fort si vous prenez une fine coupe? Non. Ah. C'est une question de combustion. Voilà. Autrement, non, c'est toujours le même tabac. Donc. Et c'est vrai que, je ne dirais pas, quand on voit ces deux tabacs-là, c'est quand même différent, mais alors que c'est exactement le même tabac. Et ça, c'est une coupe moyenne, ça, c'est une grosse coupe. Ah, oui. Et la coupe fine, là, c'est une coupe à 0,7. C'est vraiment très très fin pour pouvoir rouler les cigarettes. Quoi.
Ah, Les gens font Rasta, attention. vraiment. Ok. Dites, est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'on remplaçait les plants de tabac par d'autres feuilles de chêne, des choses comme ça? Ça, c'est des tabacs qui viennent du monde entier. C'est du tabac qui vient de, je sais pas, ils me disent du Burley, du Java, Sumatra, Brésil, Colombie, enfin. Et la plus grande réserve de tabac mondiale, c'est en Belgique aussi. Hein. En Belgique, on a tout. Hein. On a tout. Hein. il y a les deux plus grandes réserves au monde, il y en a une en Belgique et une en Hollande. Mais la plus grande, c'est en Belgique. C'est sur le port d'Anvers, ça s'appelle Tabac Nassi. Ouais. Mais c'est gigantesque, c'est beau. Donc on y était il y a 6 ans, je crois. Il y avait à cette époque-là, c'était 1850 millions de kilos de tabac de stocké. Yeah. Ils appellent ça des magasins. Le train traverse le magasin, mais c'est des halls, c'est fantastique. Hein. Il y a un petit train qui passe, qui vient chercher avec un bras, je sais pas, peut-être 5000 kilos de tabac, puis ils vont le mettre dans un conteneur, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une immense machine comme ça, qui vient avec un bras qui prend le conteneur, qui le soulève, qui va se balader, mais je vous jure, c'est incroyable. C'est vraiment à visiter, si vous avez l'occasion, si vous avez une fois en Anvers, vous allez voir Tabac Nassi. Et dans des endroits comme ça, comment font-ils pour contrôler le taux d'humidité? Vous contrôlez tout le temps ici. Tabac Nassi, ils n'achètent pas le tabac. Donc par exemple, Philippe Maurice, ils vont acheter 10 millions de kilos de tabac à Saint-Domingue, ils vont acheter 10 millions de kilos de tabac à Java, ils vont 10 millions de kilos en Indonésie, enfin voilà. Et eux, ils ne savent pas stocker, parce que c'est gigantesque. Donc cette firme-là va stocker tous les tabacs du monde entier, et pour eux. Et donc, si par exemple, il n'y a pas que pour eux, hein, mais donc ces firmes-là achètent le tabac, tout est stocké là-bas, et eux, ils s'occupent de tout ce qui est papier, de tout ce qui est stockage, de tout ce qui est dédouanement, de tout ce qui est aussi conservation, parce que le tabac ne peut pas être conservé, par exemple, à 30 degrés. Si dans ces halls-là, à un moment, il y a 30 degrés, c'est fini, quoi. Tout est contrôlé. Il y a aussi des petits gicleurs partout. Si à un moment le taux d'humidité est insuffisant, automatiquement, vous avez de l'humidité qui se met partout. S'il fait trop chaud, vous avez des systèmes de refroidissement. Il faut qu'il fasse toujours la même hydrométrie, la même chaleur dans ces pièces-là. Il y a aussi tous des petits endroits, vous voyez, c'est des filles qui descendent avec il y a un petit appareil, c'est spécial, voir s'il n'y a pas de bestioles qui viennent bouffer les tabacs. Et alors, parce que c'est une larve qui vient, et si ça vient là, enfin, s'il y a un dépôt de quelque chose là, ils savent que il faut tout de suite traiter. Non, c'est merveilleux, c'est incroyable. On fait ça pour le tabac, on fait ça pour le vin, on fait ça pour plein de choses, hein, c'est pour le chocolat, mais c'est extraordinaire, vraiment c'est... Et un tabac peut se conserver pendant combien d'années? 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'on peut dire comme le vin, plus le tabac? Moi je ne trouve pas. Il y en a certains qui le disent, mais moi, quand j'étais dans cette fabrique en bas du village, j'ai fait des essais, je gardais du tabac d'année en année, j'avais au moins du tabac de 7-8 ans, mais je trouvais triste parce que je trouvais qu'il perdait son arôme. Au risque, justement, je pensais. Oui. Moi, je garde 1 an et demi, 2 ans, et puis hop, il passe à la machine. Non, c'est pas spécialement bénéfique. Non, il va perdre son arôme. Non, ouais. Vous ne vendez pas systématiquement tout ce que vous produisez? Si. Parce que vous dites que vous le gardez 1 an et demi, si je... Il y a une partie... j'ai fait un stock à un moment, parce que j'avais envie d'en garder à cette époque-là. Puis là, c'est du tabac d'il y a 2 ans, quoi. Et c'est tout, plus ou moins, le tabac, les 3 catégories sont mélangées, quoi. Il n'y a pas spécialement un intérêt à garder un tabac. Enfin, je vois bien... j'ai pas de clients. J'essaie toujours d'avoir la même qualité. C'est surtout ça qui est important. Donc la même torréfaction. Là, la dernière fois, j'ai torréfié. Il y a une torréfaction qui est restée un peu trop longtemps. Là, je le sens tout... Bon, il y a personne ne me l'a dit, mais moi, ça m'énerve parce que je le sens tout de suite. Je sens qu'il y a un problème. Alors bon, j'ai essayé de le remélanger avec l'autre parce qu'il a grillé un peu de trop, que j'avais laissé un peu trop dans le torréfacteur. Il y a personne ne me l'a dit, et même pas, pourtant que si je fais une bêtise, Gaëtan le sent aussi, mais moi je le sens tout de suite. Hein. Rien que de remuer le tabac, j'étais malade, je me dis merde, mais parce qu'il faut toujours qu'il soit bien régulier, que les fumeurs aiment bien quand même une régularité dans le tabac. Mais ça m'est déjà arrivé sur des conneries. Hein. Au tout début, donc Albert me disait... On laisse dans le café aussi. Hein.
Oui, un jour, ouais, et aussi ça. On m'amène du tabac. Je dis, monsieur, du pot tabac. Il dîne avec nous, on mange un beau, là. Et puis je vais dans le garage. Il dit, oui, il y a un problème. Puis je dis au gars, il y a un problème. Ah, ouais. Je vais, j'ouvre les boîtes, je tire, moisi. Toutes les boîtes, parties. Heureusement. Ah ouais. Mais ça, bon, c'est tout, c'est parce que ça a été mal conservé, et puis voilà, quoi. C'est le problème. Mais moi aussi, au début, j'ai fait des bêtises, hein, parce qu'Albert me disait, laisse dans le torréfacteur, n'aie pas peur de le laisser, alors je me disais, maintenant, alors, ça m'énervait parce que j'avais l'impression que mon tabac était trop sec et que c'était pas bien, quoi, parce que je me dis, les gens, ils aiment bien un tabac un peu plus souple, quoi, hein, parce que c'est vrai que si c'est un tabac sec et qu'on met dans la pipe, il va casser, ça va pas. Et donc, j'ai retiré. Je me suis dit, un peu même en cachette, parce qu'il venait tout le temps après moi, il était tout le temps avec moi. Puis je l'ai retiré, puis j'ai mis sur le refroidisseur, je me dis quand même. Puis j'avais empaqueté, vraiment, un jour après, parce que quand j'avais des commandes, donc j'avais empaqueté. 15 jours après, j'ai reçu le tabac. Immonde. Et dans ce gars-là, il ne m'a plus jamais commandé. Ah non, ça c'est une catastrophe. Hein. Tout moisi, tout blanc, tout... ça sent l'urine, ça sent... Ah non, mais... Je jure, c'est vraiment catastrophique. C'est une plante, le tabac c'est vivant, hein, ça fait partie de la famille des solanacées, c'est la famille des salades. Et c'est la même plantation d'ailleurs, on repique du tabac comme on repique de la salade. Et quand ça moisit, que ça blanchit, et même il n'y a pas longtemps, j'avais mouillé du tabac le dimanche et je découpais seulement le mardi. Parce que généralement, je mouille le jeudi, je découpe le vendredi et je torréfie le samedi. Mais là, je m'étais dit le dimanche, je vais travailler. Comme ça, je vais faire ça le mardi, mercredi. Et donc, je mouille le dimanche. Et ben, le mardi matin, il y a déjà plein de trucs blancs, hein, plein de moisissures. Une catastrophe, quoi. Bon, là, il n'y avait pas de goût ni rien, mais toute la moisissure, c'était déjà mise sur les tabacs, quoi. Donc, il faut vraiment faire... Sauf, si, ce que je fais, j'achète des bidons de produits, et puis j'asperge partout, et puis ça y est, quoi. Mais là, j'aurais beaucoup plus facile, même pour l'empaquetage, pour tout, pour la conservation, même pour le poids. Parce que vu qu'il est sec, il a perdu de son poids, donc je fais moins de tabac qu'avec ce qui est prévu, quoi. Mais bon, dans les usines, ils ne s'embêtent pas avec ça. Le tabac est tellement humide, il y a peut-être 15-20% d'humidité, mais 15-20% d'humidité sur 1 kg. Mais c'est énorme, hein, au prix du tabac. Il est quand même à 80 € le kilo, donc même plus, 90 € le kilo. Quand on calcule tout, c'est cher les produits. Bien fait d'arrêter. Hein. Est-ce que vous voyez une chute dans votre production toujours constante ou ça a une augmentation? Ça dépend des moments. Ça augmente. Ça augmente? Ouais. Ah oui, pourtant il y a de plus en plus, on ne peut plus fumer. Ça augmente. Ah bon? Ça c'est un peu grâce aussi aux bouche à oreille. Les gens cherchent des tabacs plus naturels. Oui, c'est ce que j'aurais envie de dire. Bon, j'ai essayé ça. Voilà, pour cette raison-là. Ouais, mais... tant que je fume, autant fumer du naturel, quoi. J'ai essayé ça. C'est parce que bon, entre-temps j'ai encore changé d'avis, mais bon. Non, mais il y a quand même une recherche, les gens en ont marre de fumer n'importe quoi. Bon, maintenant c'est tellement petit ici que je ne représente strictement rien dans le monde du tabac. On est ridicule. Mais je vois sur la petite production qu'on a, surtout par exemple en coupe fine. Je commence à avoir des gens qui veulent les rouler et voilà, quoi. Et puis faire avec les tubes, hein. Ils ont une petite machine, faire les tubes, ça coûte la moitié prix. Un paquet de cigarettes maintenant à 6 €. Là ils font leurs cigarettes eux-mêmes, ça leur coûte 2 € le paquet. Donc le porte-monnaie est là aussi pour motiver les gens et c'est bien. C'est quand même beaucoup plus simple, donc plus simple. C'est plus simple, plus simple. Plus simple. Oui, de le faire secouer. Oui. Mais il y a quand même toujours la nicotine, hein. C'est pas 100%. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent encore comme on faisait avant pour... Le snuff? Oui. Pour priser, pour... Ici au musée on fait de temps en temps priser et je veux dire que tout le monde part avec une boîte après. Non mais je vais vous faire priser, vous allez voir. C'est très très agréable. On a eu un groupe, je crois que c'était des Tchèques. C'était une douzaine de Tchèques, mais des jeunes vraiment extraordinaires. Puis c'était ma fille qui leur faisait la visite parce que je ne parle pas très bien anglais. Alors elle les a fait priser. Alors les filles, non, pas.
Il y en a une, elle est repartie avec 4 boîtes, elle en voulait encore, je n'en ai même plus, parce que c'est eux, c'est tout le groupe là, ils ont tout pris. Mais c'est agréable. Hein. Et c'est avec quoi? C'est pas moi qui fabrique. Hein. Non, c'est pas moi qui fabrique. Hein. Ah. Ça, c'est une base de menthol et d'eucalyptus. Et c'est un tabac qui est pilé. Et alors, ils ajoutent l'essence de menthol et d'eucalyptus. Ah oui, donc Ou il y a d'eucalyptus. donc il y a quelque chose dedans. Ouais, mais quand je dis 3, vous allez renifler un petit coup sec. Et puis, si t'en le cœur. Non, mais c'est un aphrodisiaque alors. Allez-y. Allez, Tout seul, et vous avez. 1, 2, 3. Et comment est-ce qu'on... dégage. Ah, ça, Ouais, ça vient très vite, hein. dégage. Et comment est-ce qu'on le fait sans la machine en fait? Ben, vous On mettez met dans le creux, Je conduis. dans le creux ici. Non, c'est. Ah, Non, mais vous inquiétez pas. Je rigole, ouais. Non, on sait jamais. Non, mais attendez, il y en a beaucoup qui ont peur. Hein. Il y en a beaucoup qui ont peur. Et pourquoi est-ce qu'il y a un miroir? C'est si vous voulez vous le faire tout seul. Putain, oui, ça l'arrangerait, oui. Je vois rien du tout. Là, ça va rester dans les moustaches, je vais en avoir pendant 2 heures. Il a mis 2 doses pour moi, t'as remarqué? Il charge. J'ai pas trouvé de bon 3. Ça va enlever. Ah oui, Ouais, oui. c'est un peu. Ah oui. C'est pas de la cocaïne. Hein. Plus tu peux te regarder, genre. Comment? Tu peux te regarder. Ils sont sympas les copains. Hein. Ah ouais, c'est terrible. 1, 2, 3. Putain, du thé. Ah mais il y en a ceux qui réagissent différemment, il y en a certains qui Ça marche éternuent tout de suite, là, beaucoup, il y en a ceux... Il y en a il a peut-être éternué 20 fois de suite et il m'avait dit que je suis assez sensible des sinus. Mais je l'ai même mis dehors parce que c'est... Atcha Putain, atcha 20 fois et non, il n'arrive plus à s'en sortir. Hein. En général, j'éternue facilement aussi. mais Ouais, mais celui-ci, ben, non. attendez, C'est quoi qu'il y a dedans de la coke et quoi de la mort? ça vous en trouvez facilement Liège, tout ça. Et quoi, on, Oui, on a plus facile chez nous. on le Et il met, n'y a pas besoin de la petite machine. on le met ici, Ouais. un petit peu là, Ouais. et puis on Ouais. s'éteint. C'est vrai que ça dégage. Ah oui, ça dégage, moi je tiens un rhume. Non, mais allez. Et le C'est but, bon, c'est de ça se sent dégager. Oui, c'est quand vous avez une sinusite ou les gens qui ronflent avant d'aller dormir, on Ah prend une ouais. petite dose et puis ça dégage le sinus, ça ouvre les sinus quoi. J'en ai plus. 3 kilos. J'en ai plus. Par Vous exemple. n'en avez plus? Non, j'en aurai demain normalement. Bon, on vient le mois prochain, on passe ici. Bah, c'est la route de toute façon pour retourner, on retourne pas ici. Vous allez où? Mais on revient, on va suivre André tous les mois, quoi. Enfin, Ouais. maintenant on a vu les semis, maintenant on va continuer à replanter et puis on va essayer de suivre. Voilà, On c'est veut, sûr. il y a 5 agréable. Et il y a plusieurs goûts alors, vous avez dit? Non, Non. Vanille, chocolat. je ne peux plus manger. Et quoi, vous allez faire un petit film alors sur le. Bah pour le fonds de documentation, oui, hein, comme ça. Pour les enquêtes. c'est très- Parce que jusqu'à C'est le but du musée de la maintenant, vie wallonne, c'est de conserver toutes les archives. on avait que des photos. Ça, c'est toutes les petites boîtes. Et le que les gens- tabac sol, sans eucalyptus, a aussi l'effet de dégager. Oui. Moins. Ouais. Enfin, moins. Moins. Non, le tabac aussi au départ c'était une plante médicinale. Hein. Mhm. Ah oui. Quand vous avez des poux ou quelque chose, vous mettez de l'eau avec du tabac, vous laissez macérer, puis vous frictionnez. Il n'y a plus de poux. Hein. Ou alors sur les rosiers, hein, quand il y a des pucerons sur les rosiers. Ah oui, ça c'est bon, ça va aussi.